Stéphane Aucard, vous êtes président de Eon Art. Alors, si vous me parliez un petit peu de votre entreprise. Alors, Eon Art, c'est une entreprise qui est issue, qui est née euh, d'une société qui offrait au départ des services d'ingénierie, des services de laboratoire, de mesure, de recherche et développement pour d'autres sociétés, fabrication OEM, des choses comme ça. Et puis, un jour, on a décidé qu'on allait faire nos propres produits parce qu'on avait toute cette expérience-là qu'on avait glanée en aidant tout le monde. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose avec ça. Ça commence comme n'importe quoi, des idées qu'on met sur le coin, puis on se rend compte que ça fonctionne, qu'on tient peut-être quelque chose. Donc, comme on avait tout un background scientifique derrière, on a utilisé des méthodes extrêmement scientifiques pour travailler. Alors, il n'y a pas beaucoup d'empirisme, il y a beaucoup de science. On utilise les plus gros ordinateurs dans l'Est du Québec, 800 processeurs, des trucs énormes. Et on est capable d'aller optimiser au maximum nos circuits. Donc, on a utilisé aussi chaque technologie à chaque endroit où elle était la meilleure. Ça nous a permis de sortir des produits. Aujourd'hui, ça devient le cœur de notre industrie. C'est un manufacturier, mais on offre encore quand même des services aux autres. Mais ça devient quand même le cœur de notre industrie. À ça, c'est greffé aussi l'ajout de d'autres sociétés. Donc, on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelait Vénus Acoustique, qui fabrique des haut-parleurs. Ça faisait 8 ans qu'on travaillait avec eux indirectement, donc on a décidé de les acquérir. Et puis, on a aussi ramené la société au Québec, parce qu'à la base, on était en France. On a ramené la société au Québec. On a fait ramener la deuxième société au Québec. Et puis, aujourd'hui, on est partenaire aussi avec une autre société québécoise, celle-là, qui est la raison de notre venue au Québec, qui s'appelle Océan Marine, et qui fabrique des produits pour tout ce qui est navigation, mais dans le très, très haut de gamme, et qui nous amène des partenariats avec d'autres compagnies. Mais vous n'avez pas de problème à trouver des employés à Chandler? Ben, on a une équipe d'une quinzaine de personnes au final aujourd'hui, donc on est quand même pas mal. On arrive à trouver les gens. Et puis, il faut dire que on est comme Oracle, à quelque part. Quelqu'un est fier d'aller travailler chez Oracle. Je suis certain que quand ils cherchent quelqu'un, ils arrivent à trouver, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'aller travailler dans une entreprise qui fait des choses aussi belles. Eh bien, nous, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est qu'on a plein de volontaires qui viennent nous aider. Il y a des gens qui font 100 km, 200 km pour venir passer une journée de travail avec nous. Ils viennent 2-3 fois par semaine. On les a tout le temps. On va toucher des engagés. On a des gens, on génère un genre de love passion. Et les gens aiment ce qu'on fait. On fait de la musique. Alors, pour vous donner un exemple très concret, le samedi, je me dis, bon, aujourd'hui, on ne travaille pas. OK, je vais aller au bureau, je vais écouter un peu de musique, je vais me faire un café tranquille. J'arrive là, j'ai déjà des employés qui sont là, qui sont en train d'écouter de la musique parce que non, ils ne travaillent pas, mais ils reviennent écouter de la musique le dimanche sur la grande chaîne dans l'auditorium. Parce qu'il y a une passion. Et là, je dis, bon, OK, je vais prendre mon café, mais je ne pourrais pas écouter ce que je veux. J'ai déjà du monde dessus. Et c'est en permanence. Il y a une passion dans ce qu'on fait. Et donc, oui, Chandler, on arrive à trouver des gens. Et puis, il y a des gens qui bougent pour ça, qui viennent jusqu'à là-bas pour ça. Si on ne connaît pas votre entreprise, si vous avez à expliquer vos pièces audio, ce que vous fabriquez en quelques mots, ça serait quoi? Ben, voilà, la première des étapes qu'on prend, notre première stratégie, on veut deux choses. Au niveau musical, on veut que ça soit le plus neutre possible. Parce que les gens ne sont pas très habitués à des appareils qui sont très neutres, parce qu'il y a souvent des colorations, puis en plus, ils sont aimés, ces colorations-là, par certaines personnes, puis pas aimés par d'autres. On essaie d'avoir des appareils qui sont le plus neutres possible. C'est assez paradoxal parce que, par exemple, les enceintes, on les voit, bon, c'est comme une platine Oracle, mais l'amplificateur, personne ne le regarde. Mais on ne veut même plus le voir, on veut l'oublier. On veut qu'il fasse son travail, qu'il soit le plus neutre possible. Donc ça, c'est la philosophie qui est derrière. Après, on voudrait que ça soit beau, donc on se rapproche de partenaires qui sont capables de faire du beau. Mais au niveau électronique, la philosophie, c'est qu'on l'oublie. Pour arriver à ça, on va utiliser chaque technologie à l'endroit où elle est plus pertinente. On va utiliser par exemple des tubes parce que c'est excellent pour les petits signaux. On va utiliser des transistors parce que pour bouger des haut-parleurs, ça prend de la puissance. Pour générer de la puissance, les tubes, ce n'est pas la solution. On n'est vraiment pas jusqu'au boutiste. On ne va pas prendre une technologie et dire « Ah, ça, c'est le filon et tout le reste, ça vaut rien ». Non, ce n'est pas ça. On utilise chaque technologie à l'endroit où elle est le mieux pour arriver au résultat. Et ça, il n'y a pas grand monde qui font ça. Pourquoi on va utiliser des lampes? Parce qu'ils ne génèrent pas les mêmes harmoniques que les transistors. Donc, on évite d'avoir une solution avec, par exemple, 24 transistors par côté qui génèrent les mêmes harmoniques qu'on additionne, qu'une petite coloration qu'on additionne 24 fois, qui finit par être inécoutable, ou du moins pas plaisante. Alors, on a des lampes qui nous génèrent des harmoniques, on a des transistors qui génèrent des harmoniques contraires, on n'a pas trop de transistors, pas trop de lampes, un bon dosage de tout ça, et au final,
on arrive à sortir une sonorité qui est neutre et qui, du moins, n'a pas le même défaut 24 fois. Donc, oui, on peut être neutre avec des lampes. Ça apporte justement l'effet contraire pour être capable de redresser la situation. Là, c'est aussi paradoxal, encore une fois, parce que vous dites que l'amplificateur, on tend à vouloir l'oublier, à le mettre en arrière, mais pourtant, vous êtes allé chercher une expertise qui est celle de Oracle Audio dans la présentation d'appareils qui est vraiment extraordinaire. C'est paradoxal, on aime bien les paradoxes. Si on regarde dans l'amplificateur lui-même, vous avez une série d'indicateurs à l'avant. Eh bien, on ajoute un bouton à l'arrière, donc on vise une clientèle très large. Certains vont aimer que ça soit visible, d'autres moins. Le petit bouton à l'arrière, il permet d'éteindre tous les indicateurs à l'avant. Quand vous touchez un bouton sur la télécommande, qui est votre téléphone en passant, donc ça se rallume. Et puis vous fermez, au bout de quelques secondes, ça se rééteint. Bon, il y a un mode de basse luminosité dans l'appareil, mais c'est optionnel. Là, dans la salle d'écoute, il est en luminosité permanente. Mais il y a des gens qui aiment que ça soit discret, d'autres non. Alors, il y a des gens qui, quand ils écoutent la musique, ils écoutent lumière fermée. Ils veulent qu'on oublie l'appareil. Oui, c'est notre objectif principal. Mais quand ils rallument les lumières, la première des choses qu'ils vont dire, c'est « Oh, à leurs copains, à leurs visiteurs, regardez, j'ai le plus bel ampli, j'ai la plus belle table. » Oui, donc il faut aller chercher les deux. Mais il faut qu'acoustiquement, ils se laissent oublier. Il ne faut pas qu'on vienne colorer la musique. On n'est pas là pour changer ce que l'artiste voulait faire. On est là pour qu'il puisse livrer les émotions qu'il pensait livrer quand il a créé son enregistrement. Donc là, c'est la première fois que vous présentez cet amplificateur-là au salon. Est-ce que vous pourriez me parler, c'est le Quark, je crois? C'est le Quark. Le Quark, c'est une dizaine d'années de recherche de produits, d'optimisation. C'est la première fois qu'on le présente de façon publique dans un salon. On a fait déjà beaucoup de présentations privées ou semi-privées. Cet amplificateur-là est très, très neutre. C'est un intégré, mais c'est le plus petit modèle de notre série. Au niveau du Quark, on a un amplificateur qui est capable de pousser n'importe quel type d'enceinte. On présente avec nos enceintes, mais par exemple, en décembre, on a fait 14 dates différentes avec 14 paires d'enceintes différentes de toutes les marques compétiteurs. On n'a même pas utilisé les nôtres une fois. Et donc, c'est un amplificateur qui s'adapte à différents... On travaille depuis quelques années aussi avec les sources Oracle. Donc, on a eu l'occasion de voir le fonctionnement, l'adaptabilité, si on veut, de cet amplificateur-là avec les sources Oracle. On sait qu'on va en chercher le maximum. On a apporté l'amplificateur Quark, donc le convertisseur vers l'amplificateur Quark. Pour ce qui est de la partie... Le Quark est un intégré. Hein. Ce qui est de la partie analogique, alors, il y a la table tournante, donc les platines, la Delphi, par exemple, très, très belle platine. Et derrière, on s'en va vers un préamplificateur phono qui est Oracle. Et puis, ça s'en va dans l'amplificateur Quark. Alors, l'amplificateur Quark a aussi des modules optionnels qu'on n'a pas mis présentement ici, qui est un module DAC, qui est un module phono. Mais on n'a pas mis ça, on utilise les DAC externes et l'amplificateur phono externe. Derrière, on s'en va vers les enceintes acoustiques Sibella qu'on a apportées, donc de Vénus, qui maintenant est en art. Les enceintes acoustiques Sibella, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux parties vraiment intéressantes de ça. Bon, il joue plus que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Il y a un haut-parleur qui est caché à l'intérieur, il est en isodynamique à l'intérieur, donc son avantage, c'est de permettre de descendre beaucoup plus bas, ça descend dans les 20 Hz. Mais derrière chaque haut-parleur dans les enceintes, on a un cône. Ce cône-là récupère toute l'onde arrière du haut-parleur, parce qu'une membrane de haut-parleur, c'est transparent. Donc, quand on bouge vers l'avant, il y a de l'énergie qui sort en avant. On la replace vers l'arrière, il y a de l'énergie qui se fait dans la caisse. Cette énergie-là, elle tape dans les barres de caisse, on l'entend. Alors, il y a toutes sortes de techniques pour essayer de l'éviter, mais on finit toujours par l'entendre. Nous, ce qu'on a fait, on a un brevet là-dessus, on a un cône derrière chaque haut-parleur. Ce cône-là, à la clé de voûte, là, c'est une voûte calculée, à la clé de voûte, il y a un trou. Ce trou-là va être directement en face d'une pyramide en bois. Alors, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, on est très scientifique. La pyramide, c'est juste que c'est une façon simple de faire quelque chose qui est pointu au centre et qui s'en va vers les côtés. Donc, l'onde arrière frappe la pointe, s'en va vers les côtés, et là, on a un système très calculé dans le côté de la caisse qui va désagréger cette onde-là, et elle ne revient pas vers le centre de la membrane. Une analogie avec la Gaspésie, c'est comme le piège pour le homard. Hein? Un coup qu'il est rentré dedans parce que ça fait comme un cône, après, il ne peut plus ressortir. Eh bien, c'est exactement pareil. Et c'est assez intéressant parce qu'on a développé ça, on était en France. Nous étions en France. Voilà. Ça, c'est une des technologies qu'on a dans ces haut-parleurs-là et les autres modèles, toute la gamme Vénus
ont cette technologie-là. L'autre technologie, c'est qu'on a un haut-parleur arrière, alors, qui permet d'avoir un soundstage, une profondeur d'image encore plus grande. Le problème qu'on a avec mettre des haut-parleurs arrière, usuellement, parce que beaucoup de personnes ont essayé ça, mais ça ne marchait pas, ou ça ne marchait pas très bien, parce que ça amène un nouveau problème qui est un problème de déphasage. Pourquoi? Parce que vous placez votre enceinte pour avoir la meilleure image avec les haut-parleurs avant, et puis inévitablement, vous n'êtes pas droit avec le mur arrière, donc ça part dans tous les côtés, et puis ça vous fait du déphasage. Ce qu'on a fait, c'est que le haut-parleur arrière, on a fait qu'il soit ajustable, et on l'ajuste avec des lasers qui sont fournis. Donc, avec ces enceintes-là, il y a une valise avec des lasers. On place les lasers sur les haut-parleurs. On ajuste le haut-parleur arrière pour qu'il vienne coïncider exactement avec la position de réception, avec l'angle du mur sur le haut-parleur avant, et on élimine tout déphasage. Donc, on vient gagner l'aspect profondeur, mais on n'ajoute pas les problèmes de déphasage qui étaient communs à ce type de technologie-là. Par rapport au partenariat entre Oracle et IonArt, alors, comment se passe ce partenariat? Il consiste en quoi exactement? C'est le volet mécanique, c'est notre niveau d'expertise. C'est justement d'apporter à l'habillage du produit quelque chose qui est un peu un indicateur du contenu interne. Donc, un travail artistique, technologique, d'experts à l'interne, puis avec une présentation qui justement rehausse le produit, qui a un peu une signature Oracle. Et ça, j'imagine, c'est pour toute la gamme des produits? En fait, compte, tous les produits EOA reprennent la même stratégie de coffret, qui, avec l'aide d'Oracle, devient un bijou, parce que il arrive aussi que les utilisateurs, comme je disais, ils ouvrent les lumières, ils ouvrent l'éclairage et ils montrent à leurs voisins, regardez, j'ai le plus beau. Bon oui, c'est l'objectif. Après, ils ferment les lumières et ils écoutent. Ou ils ferment les yeux quand ils écoutent, ça arrive aussi. Mais souvent, ils regardent, alors on veut qu'il soit beau. Et on a effectivement, pour l'ensemble de la gamme, y compris les plus gros modèles, qui sont des amplificateurs qui font quand même, si on parle, qui font 1,60 m, quand même des belles grosses machines. Mais c'est tous basé sur la même technologie de coffret. Donc, effectivement, on espère avoir Oracle pour travailler sur l'ensemble des coffrets de l'ensemble des produits. Okay. Et si je désire obtenir vos produits ou j'ai le goût de les essayer ou les écouter, est-ce que je dois me rendre absolument à Gaspésie? Alors, il y a différentes possibilités. Un, aujourd'hui, vous pouvez l'entendre à Montréal. On est en plein salon. Deux, il y a des revendeurs qui commencent à s'ajouter, puis il y en a d'autres qui commencent à être intéressés à s'ajouter parce qu'ils voient une dynamique, quand même. On amène une dynamique dans l'industrie, là. On est assez fiers de ça. On a fait une belle salle, on a une belle dynamique dans l'industrie. Et puis, je pense que le partenariat Oracle et IonArt, il amène une nouvelle dynamique, c'est intéressant. Donc, ça attire des gens. Aujourd'hui, il y a quelques revendeurs, donc il suffit de nous contacter, puis on vous donne la liste des endroits où vous pouvez l'entendre. Et puis aussi, on fait des écoutes privées, on fait des événements privés. Donc, en bas, on essaie de capturer le maximum d'adresses de personnes qui veulent participer à ces événements-là. Et on les invite sur des événements privés. On va même directement supporter les revendeurs en faisant des présentations dans les maisons sur certains clients. Donc voilà, on essaie d'être disponible. Bien sûr, si les gens se déplacent jusqu'en Gaspésie, qui veulent admirer le rocher percé, eh bien oui, on a de l'excellent café, on a une musique exceptionnelle, on a un auditorium pour les accueillir, et puis voilà. 24 heures par jour, si j'ai bien compris. Faut des fois que je tasse un peu les employés pour laisser les clients écouter la musique, mais oui, effectivement, il y a du monde à peu près tout le temps au bureau. J'imagine que poursuivre en continuité ce genre de produit impeccable-là, ça ne doit pas être facile non plus d'essayer de s'organiser pour avoir quelque chose que les gens ont le goût d'avoir, de continuer d'avoir, mais en même temps de ne pas froisser les anciennes personnes qui ont déjà des produits avec vous. En respectant le design original de la platine, on a été en mesure de faire des développements qui s'adaptent encore aujourd'hui sur les produits qui peuvent dater de 30, 35 ans, 40 ans. La partie qui est importante, c'est de comprendre sur la platine qu'est-ce qui est, disons, qui peut user, donc dans le cas de l'électronique,
les pièces de suspension qui peuvent avoir à changer. Pour le reste, les tourelles de suspension, la base d'acrylique, le plateau, tout ça, c'est durable. C'est quelque chose qui marchait il y a 40 ans, puis ça va encore marcher dans 20-25 ans. Tous les produits qu'on a développés, on s'est toujours assuré qu'on pouvait les rétrofiter sur les anciens modèles, ce qui permet de voir un marché incroyable quand il y a une platine qui s'en va sur le marché de l'usager. Ça reste pas là longtemps. Et aussitôt que les gens l'ont eu, ils nous appellent pour dire « Hey, c'est quoi les upgrades qui sont disponibles là-dessus? » Puis donc, ça crée un mouvement de recyclage du produit, mais qu'on est capable de prendre une platine de 35-40 ans puis lui donner 95% de la performance de celle qu'on fabrique aujourd'hui. Il y a une neutralité qui est appliquée dans tous les appareils, mais il reste quand même une coloration, entre autres avec les lampes, et cette coloration-là, elle reste quand même légère et unique. Mais qu'est-ce qui fait que cette coloration-là est utile pour la sonorité? C'est une réalité dans la sonorité. C'est une réalité qu'on va retrouver si tu prends 15 pianos qui sont fabriqués même modèle, puis qui sortent tous de la chaîne de production. Chacun de ces pianos-là va avoir sa propre signature sonore. Donc, regardons-le plus comme une signature sonore que comme une coloration des composants que les composants apportent à la réalisation d'un produit. Ça dépasse beaucoup l'aspect électronique et on rentre dans la micromécanique, on rentre dans la gestion de l'énergie vibratoire. Un des développements que moi je considère qui a été le plus significatif dans les développements de la platine Oracle, c'est le contrôle des micro-vibrations. La suspension, en étant mobile, elle isole de façon très efficace la platine de son environnement mécanique externe. Sauf que ce micro-mouvement-là de la suspension, si on était capable de se rendre microscopiquement très très petit et de se tenir debout dans un sillon de disque, ben, on verrait que la moindre énergie provenant de l'extérieur est ressentie à l'intérieur sur le sillon comme un tremblement de terre. Et c'est là, lorsque tu comprends ça, ben, tu comprends qu'un bras de lecture, les réglages des roulements, le tube, la résonance interne, tous les éléments qui peuvent interagir avec l'énergie mécanique qui est énorme, l'énergie mécanique qui est générée par le balayage de l'aiguille sur le sillon du disque, ben, tout ça fait que si tu mets tout cet orchestre de bruit-là en jeu, ben c'est là que tu vas entendre la table tournante plutôt que la performance. Et nous, au fil des ans, ça a été justement de bien comprendre cette interaction-là, bien focusser sur qu'est-ce qui est la musique et qu'est-ce qui n'est pas la musique. Mais encore plus important, c'est la micromécanique, la précision micromécanique qui est requise pour être capable de lire avec un très haut taux de précision le vinyle. Et plus tu es précis là, plus ça se traduit dans le silence au niveau de l'arrière-plan sonore, au niveau de l'image, au niveau de la précision des timbres, au niveau de la structure harmonique. Tout ça est intimement lié à la précision mécanique. On a même poussé l'audace à faire le même développement de contrôle des micro-vibrations avec le lecteur CD. Donc, on a appliqué le même système de découplage de la suspension qu'on a pour la Delphi. Mais en plus, on a intégré un système de contrôle des micro-vibrations qui est un plongeur qui est ajustable par l'utilisateur. La beauté de ce système-là, autant dans la Delphi que sur le lecteur CD2000, c'est que la suspension, c'est quelque chose avec lequel tu ne dois pas, tu la règles et tu la laisses comme ça. Si tu te mets à jouer après ça, c'est tout croche, ça ne marche pas bien. Mais par contre, le contrôle des micro-vibrations, c'est un système qui peut être vraiment ajusté par l'utilisateur et qui te permet, et c'est très audible, c'est tellement facile de faire l'expérience. Lorsque le plongeur est vissé complètement en position levée, ben, le piston n'est pas en contact avec un fluide qui est un silicone de très haute densité à l'intérieur des bassins.
les 4 bassins qui sont, dans le cas du CD, 3 dans le cas de la Delphi, 3 petits bassinets qui sont fixés tout près des boîtiers de suspension. Et le plongeur, en pénétrant dans le silicone, va nous amener un focus qui est comme, pense à une caméra. Lorsque tu regardes, tu regardes dans l'objectif et que tu joues avec le contrôle du zoom, ben, ça fait exactement ça. Lorsque tu es en position levée, ton son est comme un peu hors focus et graduellement, lorsque tu vas descendre les plongeurs, tu vas voir ton focus musical apparaître et lorsque ça se fait, ton image, ta profondeur, ton silence, ça a un impact sur le silence. Plus tu pénètres dans le silicone, plus tu viens comme un peu contrôler le côté flottant du châssis. Mais lorsque tu pousses la note plus loin, l'impact, c'est que tu vas avoir encore un punch au niveau des basses fréquences qui va être spectaculaire, mais tu vas te rendre compte que ton son se referme. Et cette même trouvaille-là, elle s'applique vraiment de la même façon sur un lecteur CD qui n'a rien à voir avec le contrôle, avec un contact mécanique quelconque. Il n'y en a pas de contact mécanique avec un lecteur CD. On a sur le CD 2000 une plateforme qui pèse à peu près 15 livres et malgré ça, tu mets les plongeurs dans le silicone, tu vois ton image se focusser avec une précision qui est vraiment impressionnante, mais en plus, tu es capable de surcontrôler ta micro-vibration au point où ton timbre devient plus sombre, moins éclatant. C'est pas juste de beaux objets qui jouent de la musique, ce sont des objets de précision, c'est des outils de travail et l'utilisateur, lorsque la table est toute bien réglée, selon l'environnement, il va être capable de régler le fonctionnement de sa table pour en obtenir un résultat qui va les faire rêver. Parce que quand on a fini de dire tout ça, c'est ça, c'est de rêver et d'apprécier la musique qu'on a la chance de pouvoir entendre. Vive la musique. Hein? Oui, vive la musique. Excellent. Ben, moi, c'est parfait. Moi, c'est bon, on va pouvoir ajouter ça. Ben oui. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.